Bonsoir et bienvenue. L'un des tout derniers numéros de l'année 2020 reçoit le ministre du Commerce et des PME. Ce soir donc, nous parlons de la ZLECAf, c'est la zone de libre-échange continentale, ce marché commun de 54 pays dont l'entrée en vigueur, autant pour moi, est actée pour le 1er janvier 2021. Nous analyserons donc les contours de ce projet panafricain, mais surtout ses enjeux et opportunités pour le Sénégal. Assom Aminata Diatta, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes le ministre du Commerce et des PME. C'est désormais officiel, ce 1er janvier, le marché commun entre en vigueur. Oui, le 1er janvier va marquer le démarrage des échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Est-ce que le Sénégal est fin prêt? Oui, le Sénégal est fin prêt puisque tous les acteurs ont été associés durant les phases de négociation. Nous avons eu également à effectuer en 2018 des rencontres avec les différentes organisations du secteur privé. Des entreprises qui exportent également sur le continent africain ont été rencontrées pour identifier leurs difficultés. Et nous nous sommes rendus compte que certaines de nos entreprises exportaient beaucoup sur le continent africain, mais qu'elles étaient confrontées aux droits de douane. Donc avec cette zone de libre-échange continental, ces entreprises pourront booster leurs exportations sur le continent africain. Le marché commun, on l'a dit, c'est 54 États signataires, 34 ratifications. Un seul ne l'a pas signé sur les 55 États de l'Union, c'est l'Érythrée. C'est un marché d'1,3 milliard de consommateurs, plus de 3 000 milliards de dollars US en termes de produits intérieurs bruts. En termes d'État parti, on est là devant l'un des marchés les plus importants au monde. Hein. Oui, en termes d'État parti, c'est la zone de libre-échange qui est la plus importante. Et effectivement, c'est une zone qui présente beaucoup d'opportunités pour nos entreprises, notre secteur privé. Et le Sénégal qui exporte beaucoup plus sur le continent africain que sur les autres continents, a un avantage certain maintenant qu'il va falloir confirmer et développer. Ouais. Parmi ces acteurs-là, il y a un qui n'est pas des moindres, hein, qui n'avait pas ratifié ce projet-là, c'est le Nigeria. Quels sont aujourd'hui, je crois que ça a été fait, le Nigeria est de retour à de meilleurs salaires. Et on peut leurs exigences avant de réintégrer le marché. Oui, comme vous le savez, le Nigeria est un État fédéral. Et en tant qu'État fédéral, le processus de ratification prend beaucoup plus de temps que dans les autres États. Mais aussi, le Nigeria avait demandé à ce qu'on intègre certaines de ses préoccupations dans la liste d'engagement. Parce que, comme vous le savez, étant donné que, voilà, comme nous sommes une union douanière, la CEDEAO, nous devons notifier de façon globale. Donc, le Nigeria avait soulevé certaines préoccupations qui ont été intégrées et donc il a ratifié. Voilà. C'est un géant, mais il y a d'autres géants. Il y a le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Égypte qui vont intégrer ce marché-là. La concurrence risque d'être rude. Oui, la concurrence risque d'être rude, effectivement, mais le Nigeria fait partie des pays qui vont le plus gagner dans la zone de libre-échange continentale africaine. Pourquoi? Oui, parce que comme vous le savez, c'est sur le continent, enfin, dans la CEDEAO, c'est le pays qui fait l'essentiel de notre PIB, mais aussi c'est un pays qui est beaucoup plus en avance en termes d'industrialisation, mais aussi c'est un pays qui, déjà par son marché intérieur a suffisamment de possibilités de développer son secteur privé, un secteur privé qui est quand même assez bien organisé. Et donc, c'est un pays qui peut faire face donc, à la concurrence. Mais évidemment, il avait besoin qu'on prenne en charge certaines de ses préoccupations pour protéger certains pans de son économie. C'est un acteur important de la CEDEAO et de l'Union africaine, le Nigeria. Il ne peut pas manquer ce rendez-vous quand même. Très important de la CEDEAO. Et donc, il ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Donc, il faut saluer vraiment le leadership des chefs d'État qui ont pu l'amener vraiment à ratifier. On peut s'attendre à ce qu'ils tirent la CEDEAO, les États de la CEDEAO, les 16 États de la CEDEAO vers le Nigeria. Bon, en réalité, on a certes le Nigeria qui est le géant de la CEDEAO, mais il faut dire que les économies un peu des autres États membres de la CEDEAO sont un peu indépendantes de l'économie nigériane. Donc ça n'a pas forcément une influence. Mais par contre, nous avions besoin d'avoir le Nigeria dans le cadre de cette zone de libre-échange, parce que sinon ça allait remettre un peu en question l'union douanière. Parce que si les autres membres font partie des États
qui sont dans le cadre de la ZLECAf et que le Nigeria était en marge, ça allait être un peu plus compliqué. Mais il faut rajouter qu'au-delà des 15 États de la CEDEAO, il y a aussi la Mauritanie qui a rejoint la CEDEAO pour faire une offre commune. Une offre commune. Ça intervient dans un contexte où certains États ont des accords bilatéraux avec l'Union européenne. Quels peuvent être aujourd'hui l'impact de ces accords que ces États individuellement pris ont signés avec l'Union européenne? Est-ce que ça peut avoir des incidences sur le marché commun? Non, dans le cadre des négociations sur la ZLECAf, nous avons pris le soin de faire en sorte que les États partis soient beaucoup plus avantagés que le reste du monde. Donc nous avons tenu compte de certains accords avec les pays tiers. Et on a voulu que, dans le cadre de la zone de libre-échange, que l'accord soit beaucoup plus avantageux pour permettre aux États africains de développer davantage leurs échanges par rapport à ce qui se passe actuellement. Une sorte de protectionnisme sur un certain nombre de secteurs. Un peu parce que là où, par exemple, il y a, en tout cas, les États partis de la ZLECAf bénéficient de moins de droits de douane que les autres États. Et également, pour ce qui est des services, c'est la même chose. Il y a beaucoup plus de facilités qui sont offertes aux États membres de la zone de libre-échange. Et quels sont les services prioritaires dans cette première génération-là? Quels sont les secteurs concernés un peu? Pour les secteurs de services prioritaires, il y a le secteur des télécommunications, le secteur du tourisme et voyage, le secteur financier, le secteur des transports, mais aussi les autres services fournis aux entreprises. Quand on regarde bien, ce sont des secteurs qui sont extrêmement importants pour le développement des échanges. Puisque aujourd'hui, on ne peut pas parler d'entreprise sans les télécommunications. Absolument. On ne peut pas parler d'entreprise sans le secteur financier. On ne peut pas parler d'entreprise sans le secteur des services fournis aux entreprises. Et sur ces différents secteurs de services, le Sénégal a certains avantages. Et quand on regarde, tous ces secteurs de services font partie des principaux secteurs de services que nous exportons sur le continent africain. Donc, pour dire que nous avons un avantage, il suffit de renforcer maintenant cette dynamique pour permettre à notre pays de tirer davantage profit de la ZLECAf. Oui. L'entrée en vigueur de ce marché-là pose plus que jamais la problématique de la formation qui interpelle ici l'enseignement supérieur. On sait que dans ce genre de cadre d'échange de marché, le contentieux commercial, il n'est pas très loin. Ah oui, et je pense que nous devons mettre beaucoup l'accent sur la formation. La mise à niveau des entreprises est importante. Mais ce qui va nous permettre de faire beaucoup plus la différence, ce sera l'aspect formation. Parce qu'aujourd'hui que la ZLECAf est là, les entreprises ont besoin de savoir de façon précise quels sont les produits qui sont libéralisés, quels sont les services qui sont libéralisés, quelles sont les règles qui régissent les différents secteurs de services pour les aider à mieux profiter de la zone de libre-échange. Et là, si nous avons des jeunes bien formés dans ces domaines, une masse critique d'experts. Voilà, non seulement cela va servir notre économie, mais aussi ils peuvent exporter ces connaissances sur le continent africain. Concernant le règlement des différends, c'est fondamental parce que c'est ce qui va permettre de départager les différents États partis. Et nous n'avons pas une expertise véritable dans le système dans le cadre du règlement des différends. C'est pourquoi même au niveau de l'OMC, c'est très difficile, c'est très rare de voir un pays africain saisir l'organe de règlement des différends. Donc je pense que l'occasion nous est donnée de développer une expertise dans ces secteurs. En quoi faisant, selon vous, vous voulez qu'on développe des modules au niveau de... Ah oui, d'abord nous, ce que nous avons fait au niveau du commerce, déjà en 2019, nous avions convié les écoles de commerce à une rencontre pour leur parler de la ZLECAf, mais aussi de la nécessité de développer des formations spécifiques. Nous avons également organisé un panel sur quelle formation pour les exportations et le développement de nos PME. Et nous pensons qu'il est nécessaire aujourd'hui de développer des modules d'abord pour permettre à nos jeunes de comprendre c'est quoi la zone de libre-échange continentale africaine. Mais aussi développer des expertises, une expertise sur le commerce de ces produits, les règles d'origine, les différents secteurs de services. Et donc, à partir de là, non seulement nous aurons des experts qui peuvent développer
leur pays, mais aussi qui peuvent vendre cette expertise. Voilà. Et qui peuvent aider les potentiels exportateurs, ceux qui vont fréquenter en tout cas ce marché-là. Effectivement, ça fait partie du secteur. La vente d'expertise fait partie de ce qu'on appelle les services fournis aux entreprises. Et aujourd'hui, de plus en plus, avant, le Sénégal s'est bien positionné dans le business processing outsourcing, l'externalisation du processus d'affaires. Mais on voit que dans le domaine des services, la meilleure, en tout cas, l'un des services qui est le mieux coté, c'est l'externalisation de la connaissance. Parce que les entreprises n'auront pas le temps d'aller voir pour chaque secteur de chaque produit quelles sont les règles qui sont prévues, ni quels sont les secteurs de services qu'il faut. Donc, on a besoin de développer des expertises dans ces domaines bien précis et ces experts-là vont vendre leurs connaissances vraiment aux entreprises. Et le Sénégal s'est doté d'un tribunal du commerce déjà pour... tout ça rentre finalement dans ce pipeline. Oui, le Sénégal s'est doté d'un tribunal du commerce, d'ailleurs, qui fait partie des exigences un peu du doing business, parce que comme vous le savez, le monde des affaires bouge très vite. Absolument. On a besoin de rapidité. Et donc, le tribunal du commerce était vraiment important. Maintenant, on va en venir aux enjeux pour le pays. Vous avez tantôt parlé d'opportunités, de domaines dans lesquels le Sénégal est un peu compétitif. Mais ce n'est pas sans danger quand même pour le secteur privé national, ce marché commun-là. Quels sont d'abord les points faibles? Oui, il est vrai que chaque accord, il y a à la fois des avantages et des inconvénients. Ouais. Et les inconvénients viendront nécessairement déjà du fait que certains pays vont avoir accès au marché de prédilection du Sénégal. Absolument. Puisque le Sénégal réalise 80% de ses exportations sur le continent africain dans la CEDEAO. Or, avec la ZLECAf, tous les autres pays peuvent avoir accès au marché de la CEDEAO. Mais le Sénégal n'exporte qu'environ 20% vers le reste du continent. Mais aussi là, il a la possibilité de développer ses exportations puisqu'il n'y aura plus de barrières. Mais est-ce que... Oui, allez-y. Voilà. Maintenant, c'est vrai, il y a des pays peut-être qui ont un niveau d'industrialisation beaucoup plus avancé que le Sénégal. Mais comme je le disais tout à l'heure, le vrai enjeu, ce sera au niveau de l'expertise dont on disposera. Ouais, et de l'accompagnement des États au secteur privé respectif. Oui, l'accompagnement des États au secteur privé est important. Il faut nécessairement qu'on l'ait. Et nous avons d'ailleurs élaboré en 2020 la stratégie nationale du Sénégal, la stratégie nationale sur la ZLECAf, pour permettre à nos entreprises de pouvoir tirer véritablement profit. Et c'est quoi un peu les grands axes de cette stratégie nationale? Vous allez faire quoi avec le voilà, secteur on met privé? surtout l'accent sur la mise à niveau des entreprises. Parce que pour que nos entreprises puissent être compétitives sur le marché continental, il faut qu'elles soient mises à niveau. Et normalisées aussi. Et voilà. Donc, parce que dans le cas de la mise à niveau, justement, on prend en charge toutes ces questions. Et donc, cette stratégie a fait. Nous avons élaboré un budget qui tourne autour de 145 milliards pour mettre en niveau véritablement nos entreprises et leur permettre d'être compétitifs. Il y a les petites et moyennes entreprises. Hein. On sait que le Sénégal, une bonne partie du tissu économique est occupée par le secteur de la PME-PMI. Est-ce qu'aujourd'hui, la mise à niveau de toutes ces petites et moyennes entreprises, elle est effective avant d'entrer dans ce marché? La mise à niveau de toutes les PME n'est pas effective puisque c'est un processus dynamique. Mais chaque année, l'État du Sénégal fait des efforts pour aider à la mise à niveau de ces entreprises. Et cette année 2021, vraiment, quand même une enveloppe assez substantielle a été dégagée pour accompagner nos PME. Maintenant, ce que vous avez dit tout à l'heure est extrêmement important concernant nos PME. Puisque quand on regarde le tissu économique de notre pays, 81% de nos entreprises sont des entreprises individuelles. Absolument. Donc, il faudrait vraiment qu'on pense à avoir voilà, que les gens puissent se regrouper pour être beaucoup plus facile à soutenir. C'est l'enjeu de la mutualisation. Être beaucoup plus fort. Voilà, il faut qu'ils mutualisent un peu pour créer de grands ensembles. C'est à cette seule condition-là que vous allez résister sur le marché africain. Absolument. Si vous ne le faites pas... Il faut vraiment qu'on arrive à vraiment
créer de grands blocs dans le secteur privé. Et je pense que ça aussi, c'est le secteur, les organisations du secteur privé peuvent apporter vraiment des... Vous les avez rencontrés il y a 2 jours. Est-ce que dans le cadre de la mise à niveau de tous ces acteurs du secteur privé, vous avez évoqué ces questions, est-ce qu'ils sont aujourd'hui dans de bonnes dispositions pour aller vers ces grands ensembles? Non, aujourd'hui, le secteur privé est conscient que nous avons besoin d'être ensemble pour aller de l'avant. Maintenant, peut-être comment y arriver, c'est là où se trouve la question. Mais de façon vraiment générale, tout le monde est d'accord qu'il faut que nos entreprises se regroupent pour qu'elles soient beaucoup plus fortes et beaucoup plus résistantes. Donc aujourd'hui, pour vous, pensez que le Sénégal est compétitif sur l'essentiel des produits qui sont éligibles sur ce marché-là pour concurrencer les autres ou aller gagner d'autres parts de marché dans des zones où il n'allait pas jusque-là? Oui, le Sénégal est compétitif sur le continent africain, puisque quand on regarde bien, en réalité, c'est environ une quinzaine de pays qui dominent le Sénégal sur les échanges continentaux, sur le continent africain. Mais vous n'êtes que dans la CEDEAO, hein? Non, oui, mais quand on regarde un peu le développement de ce échange, parce que nous exportons environ 46% sur le continent africain et nous n'importons que 17% de nos besoins. Alors, donc le Sénégal a déjà un pied, il est de plein pied dans, le marché. Voilà, dans le marché. Maintenant, il faudrait qu'on renforce, qu'on développe vraiment nos exportations sur le continent. On en parlait tout à l'heure des défis de la mise à niveau et de la normalisation. C'est finalement le profil, vous, de vos PME, PMI, dans la perspective justement de ce marché-là. Oui, on peut dire déjà qu'aujourd'hui, ce que nous exportons beaucoup plus sur le continent africain, ce sont des produits transformés. Et l'agroalimentaire occupe une position vraiment très importante. Donc, c'est vrai, c'est ça un peu le profil de nos exportations sur le continent africain. Mais, comme vous le savez, pour les exportations, on part d'un produit et on le diversifie pour avoir beaucoup plus de possibilités d'exportation. Donc, je pense que le Sénégal est dans une très bonne dynamique, mais il faudrait véritablement qu'on mette à niveau nos entreprises, qu'on développe l'expertise pour pouvoir les accompagner. D'accord. Qui dit agroalimentaire, pas de produits de consommation. Au Sénégal, les problèmes étaient souvent axés autour du packaging, de l'emballage, de la labellisation. Est-ce que ces questions-là sont aujourd'hui réglées? Alors, ces questions ne sont pas réglées, mais ce sont des questions que nous avons posées sur la table. Par exemple, pour le prochain mois du consommé local, nous avons prévu d'organiser un concours un peu en mettant l'accent sur le packaging, l'emballage, pour essayer de trouver des solutions vraiment au problème du packaging. Autre point, un peu de prétexte votre venue sur ce plateau, il y a la question de la loi sur les prix, de la protection du consommateur. De quoi s'agit-il? Je crois que ça a été acté en commission technique, ça va vers un vote au niveau de la représentation nationale. Vous pouvez revenir un peu sur les grands enjeux de cette loi en perspective? Oui, cette loi, le projet de loi sur les prix et la protection des consommateurs, effectivement, a été examiné cet après-midi en commission technique. C'est un projet de loi qui introduit des innovations extrêmement importantes, notamment la possibilité de sanctionner des personnes qui ne respecteraient pas les conditions de production ou d'importation de produits réglementés par des dispositions spécifiques, ce qui n'existait pas avant. Parce que, comme vous le savez, en 1966, on avait la loi 66-48 qui organise le contrôle des produits alimentaires et la répression des fraudes. Pour la mise en œuvre de cette loi, il y a des décrets qui ont été pris, dont le décret qui organise la fabrication et l'importation de produits alimentaires. Mais rien n'était prévu pour les produits non alimentaires. Donc, pour les produits non alimentaires, on n'avait pas la possibilité d'intervenir. Et avec la libéralisation intervenue en 1994, plusieurs produits viennent sur le marché. Voilà. Mais pour pouvoir sanctionner, c'était très difficile.
Donc c'est la raison pour laquelle nous avons vu un peu récemment le problème lié aux jouets alcoolisés. On va y venir hein, voilà. tout à l'heure. Voilà, donc, mais en termes de sanctions, qu'est-ce que vous préconisez comme sanctions aux contrevenants que vous souhaiterez mettre dans la loi? Non, les sanctions sont... Il faut pénaliser carrément. Oui, oui, c'est pénalisé. Hein. Il y a des... C'est comme toutes les infractions à la législation économique. Il y a des sanctions administratives, mais il y a également des poursuites judiciaires hein, qui peuvent intervenir. Donc on a renforcé, déjà on a prévu la possibilité de sanctionner, mais en plus, maintenant on a renforcé un peu ces sanctions. Oui, ces sanctions, mais aussi c'est renforcer le dispositif de contrôle au niveau de toutes les portes d'entrée hein, de ces produits. On sait qu'il y a les frontières terrestres, aériennes, maritimes. Voilà, vous savez, on ne peut pas contrôler tous les produits qui entrent. Ah, pourquoi? Non. Vous imaginez la masse de produits non alimentaires qui entrent au Sénégal. Ah, mais l'État n'a qu'à se donner les moyens de faire face. C'est ça le principe de la liberté. N'oubliez pas qu'avec la 94-63, on consacre la liberté de commerce et d'industrie. Oui, donc on met l'accent... La confiance n'exclut pas le contrôle. Non, on met l'accent sur pour les produits alimentaires, le contrôle est systématique. Ouais, il doit être systématique surtout puisque vous vous adressez aux consommateurs. Mais justement, on n'a pas ces moyens-là. Ah, pourquoi? Maintenant, pour le contrôle des produits... Est-ce que l'État ne doit pas se donner les moyens, ne serait-ce pour la protection des consommateurs, d'aller vers un contrôle systématique de toutes sortes de produits? Non, on ne peut pas. Dans aucun pays au monde, on ne contrôle systématiquement tous les produits. Aucun pays. On choisit des produits qui font l'objet d'un contrôle. Donc il y en a d'autres qui ne sont pas contrôlés. Voilà, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui, avec cette nouvelle loi, on peut prendre une réglementation spécifique pour dire que désormais, les jouets qui entrent au Sénégal doivent répondre à tel critère. Et à partir de ce moment, dès que le conteneur arrive au port, la douane a des documents pour pouvoir faire le contrôle et même au besoin saisir le ministère du Commerce qui, à travers le laboratoire, peut procéder à des analyses pour voir si le produit est conforme ou pas. Parce que par exemple, prenons le cas des bonbons, puisqu'on en a parlé... Voilà, nos services ont été sur le parce qu'ils auraient introduit ce produit qui est alimentaire en violation des dispositions qui régissent l'importation et la production de produits alimentaires. On ne peut pas sanctionner sur l'emballage. Mais aujourd'hui, avec ce projet de loi, on peut prévoir une réglementation en disant que pour protéger le consommateur, le jeune consommateur, les enfants, les emballages doivent répondre à tel critère. À partir de ce moment, on peut avoir une base légale pour sanctionner. Et dorénavant, les jouets font désormais partie de ces prévisions législatives. Voilà, c'est ce que nous souhaitons faire. On travaille déjà sur une norme avec le ministère de l'Industrie. On travaille aussi sur des projets de décret ou des projets d'arrêté pour vraiment assurer une meilleure protection du consommateur. Et tout cela peut prendre du temps. On sait qu'on est dans des semaines de fête. Noël est là. C'est le moment des jouets pour les enfants. Est-ce que vous avez saisi l'occasion de ces jouets alcoolisés pour contrôler en tout cas tous les magasins qui vendent aujourd'hui des gadgets d'enfants? Oui, les services ont procédé à plusieurs contrôles et sont toujours sur le terrain. Parce que nous savons que les périodes des fêtes sont des périodes quand même très sensibles, aussi bien pour les produits alimentaires que pour les produits non alimentaires. Mais comme je le disais tout à l'heure, pour les produits non alimentaires, il y a un vide juridique. Il faut que ce vide juridique soit réglé par le législateur pour nous permettre maintenant de prendre, d'initier les réglementations nécessaires pour mieux protéger le consommateur. Oui, mais en attendant de régler ce vide juridique, il y a des impératifs de santé publique qui doivent incliner à un contrôle systématique. Aujourd'hui, tous les magasins qui vendent des jouets étant déjà entendus... Oui, mais il y a la loi. Nous sommes dans un état de droit. Ok, mais est-ce qu'il y a un contrôle de routine, ne serait-ce que dans ces magasins, pour s'enquérir de la... Ce que je dis, les contrôles sont effectués. Mais aujourd'hui, si vous prenez un produit, sur quelle base vous allez dire ce produit est conforme ou il n'est pas conforme? Vous n'avez pas de normes. Quelle est la référence quand même? Qu'on vienne du jour au lendemain, qu'on dise voilà, maintenant on a changé les règles, ça ne marche pas comme ça. On est dans un état de droit, quels que soient les impératifs. Maintenant, par contre,
ce projet de loi va... Vendre des jouets, ou des magasins en tout cas qui vendent des jouets d'enfants. Les principaux, oui. Maintenant, comme vous le savez, au Sénégal, parfois, il y en a certains qui introduisent des produits de façon occasionnelle, donc c'est un peu plus difficile. Mais je pense qu'avec une bonne réglementation, on peut organiser tout ça et donc mieux protéger le consommateur. Et qu'en est-il justement de ça? On procède à des contrôles, on demande la facture. Vous savez, la facture est un document qui est obligatoire pour le commerçant. Et on exige du commerçant qu'il la garde au moins pendant 3 ans. C'est grâce à la facture qu'on parvient à tracer le produit. Il y a beaucoup de fausses factures au Sénégal. C'est ça le travail qu'on a fait. C'est grâce aux factures que nous avons pu remonter jusqu'à arriver à l'importation. Et tout a été retiré à ce jour? Bon, l'essentiel du produit importé avait déjà été... Enfin, avant de parler d'itinéraire, venons déjà au contrôle qualité des produits qui entrent au Sénégal, qui sont consommés. Quel est le dispositif aujourd'hui de contrôle dont vous... Oui, pour le contrôle des produits alimentaires, comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà la loi de 66, une déclaration qui est faite. Et en faisant la déclaration, on dépose 4 échantillons de ce produit. Ces 4 échantillons font l'objet d'une analyse. Et donc, si les résultats sont bons, à partir de ce moment, le produit peut être introduit. Et la même chose aussi s'applique quand on veut produire, quand on veut fabriquer un produit destiné à l'alimentation humaine ou animale au Sénégal. La même procédure s'impose. Il faudrait qu'on vienne voir le lieu de fabrication. Est-ce que ça répond aux critères? Quel est le produit qui va sortir en tout cas du processus, etc. Tout cela fait l'objet d'analyse. Voilà. Et quand les résultats sont concluants aussi, on délivre un numéro d'autorisation FRA. Et c'est un itinéraire qui fait intervenir plusieurs services, hein, au-delà du commerce. Bon, pour les produits alimentaires, en tout cas pour autoriser l'importation et la fabrication, essentiellement c'est le commerce. Mais maintenant, il y a des produits spécifiques où il y a l'intervention parfois des services de l'agriculture, des services... également de la pêche, etc., pour des cas vraiment spécifiques. Mais pour ce qui est de l'intervention de façon globale, en tout cas des produits qui sont consommés de façon courante, c'est le ministère du Commerce qui intervient. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes, disons, nos derniers invités hein, pour l'année 2020. 2021 arrive déjà. Peut-être laisser faire un petit vœu sénégalais, oui, à vos collègues. Je voudrais vraiment vous remercier aussi de l'honneur que vous me faites en m'invitant sur ce plateau. Merci. Je suis très honorée d'être la dernière invitée de l'année 2020. Je voudrais vraiment exprimer et souhaiter mes meilleurs vœux pour le président de la République, qu'il ait une très bonne santé. Amen. Pour mieux gérer en tout cas notre Sénégal qui a besoin vraiment de lui, vraiment, et aussi insister auprès des écoles de formation pour développer des modules pour, en prévision de la zone de libre-échange. On ait beaucoup d'experts, c'est beaucoup d'opportunités, beaucoup de juristes, de création d'emplois, c'est beaucoup d'opportunités déjà au niveau national, mais aussi sur le continent africain. Merci beaucoup.